Si la première partie de la conclusion de la saga était représentative des mots de la maison Stark Winter is Coming, c'est bien la devise de la maison Targaryen Fire and Blood qui en définit le reste. Alors, est-ce que la conclusion de cette saga atteint l'apothéose qu'elle mérite? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans la Citadelle pour cette nouvelle analyse. Et pour commencer, je dois vous avouer que j'ai eu énormément de mal à écrire cette analyse et à faire le tri dans mes pensées, tant j'ai des choses qui me viennent à l'esprit, même d'émotions souvent contradictoires aussi. Et c'est vraiment pas évident de structurer tout ça, tout ce qui me passe par la tête au sujet de cet épisode. Et premièrement, je vais vous donner mon ressenti personnel, qui d'ailleurs lui-même est pas spécialement bien établi. Et je dois vous avouer que j'ai apprécié énormément cet épisode, et qu'au final, je trouve que la plupart des choses que j'ai à lui reprocher, en fait, viennent plus de la narration de tout ce qui amène à cet épisode qu'à l'épisode en lui-même. Donc en réalité, la qualité de cet épisode, pour moi, dénote, ou reflète même d'autant plus, en fait, les problèmes et les écueils que la série a pu avoir jusque-là. Donc en gros, pour résumer mes propos, je trouve que c'est un très bon scénario, mais qui est mal amené. Je trouve que c'est une très bonne histoire, mais qui est pas toujours très bien racontée, et notamment à cause en fait des travers narratifs des dernières saisons, hein. Et donc en gros, le problème de l'épisode, c'est pas l'épisode en lui-même, mais c'est l'écriture de tout ce qu'il amène. Et donc sur cet épisode, selon moi, en fait, on a eu droit à tout ce à quoi on pouvait s'attendre, mais pas exactement de la manière dont on s'y attendait. On a la conclusion presque parfaite de plusieurs arcs narratifs, et on retourne à l'essence de la saga, et tout ce qui a fait sa force, donc à savoir la profondeur de chacun des personnages, le questionnement sur ce qui fait le bien et le mal, et une vision non manichéenne du monde. Donc les personnages, au final, sont tous des êtres humains, et agissent, ou plutôt même réagissent en tant que tels. Et avant d'analyser la narration à proprement parler, on va brièvement jeter un coup d'œil à la réalisation, qui encore une fois est juste monstrueuse, mais je vais pas vraiment m'étendre là-dessus, parce que je pense qu'on est quand même tous à peu près d'accord, mais ce serait quand même injuste de pas lui rendre hommage. Et on en avait parlé dans l'analyse de l'épisode 3, mais ce réalisateur, Miguel Sapochnik, il est vraiment archi talentueux, et il nous le montre encore une fois. Et selon moi, il est à lui seul responsable de 5 des, je sais pas, peut-être 8 ou 9 meilleurs épisodes de la série, en termes de réalisation. Et comme j'ai pu le dire, j'attends vraiment de le voir à la direction d'un long métrage. Et donc cette réal, elle porte bien sûr donc la patte artistique de son directeur, avec pas mal de similarités avec un autre épisode qu'il a réalisé qui est Battle of the Bastards. Certains plans en fait sont presque les mêmes, hein, comme celui de l'arrivée du capitaine Strickland par exemple, qui passe à cheval devant ses troupes, qui rappelle celle de John. On a aussi un plan de caméra donc, qui passe au-dessus de lui pour révéler l'armée ennemie. Mais je pense que le plan le plus évocateur, c'est celui des deux personnages en fait faisant face à une charge de cavalerie. Mais là où John donc dégaine son épée et l'attend, Strickland il s'enfuit en courant. Et donc c'est assez intéressant, on a un peu une structure en miroir. Et de la même manière, donc la scène qui est assez claustrophobe où Arya se fait écraser par la foule, ça rappelle pas mal celle de John où il lui arrive la même chose dans la bataille. Un autre aspect qui m'a paru important de mentionner, c'est le travail de maquillage. Notamment je trouve sur Daenerys dans la scène d'ouverture où elle est en train de parler à Tyrion qui est vraiment super bien fait. Et je pense que le plus marquant d'un point de vue de réalisation pour moi c'est la brutalité de l'épisode. Et c'est pas une brutalité gratuite, c'est une brutalité qui a un objectif, c'est de montrer les atrocités de la guerre et ses conséquences. Et là où la série nous avait souvent placés en tant qu'observateurs des combats, donc avec des plans larges, voire même n'hésitant pas à mettre les batailles hors champ, hein. Je pense à la bataille des Whispering Woods ou à la bataille d'Oxcross pendant les campagnes de Robb Stark dans les premières saisons. Et ici on se trouve vraiment acteur, on se trouve au cœur de l'horreur des combats, notamment par des plans en caméra embarquée qui suivent John pendant la première phase de l'assaut, puis sur un plan séquence autour d'Arya qui est juste phénoménal. Je pense par exemple quand elle passe devant une femme qui est totalement éventrée, et un peu plus loin elle tombe sur un mec qui cherche sa femme, et on se rend compte que c'était celle qu'on avait vue avant. Et voilà, donc cet épisode il édulcore rien, il est prenant, il est viscéral, et il permet de faire comprendre à l'auditoire les conséquences de ce qui se passe. Et à mon sens, il permet deux objectifs principaux. Donc le premier, c'est de contraster en tout point avec la bataille pour l'aube, donc on a pu voir dans l'épisode 3. Donc dans cet épisode-là, on avait une menace invisible dans un décor très sombre avec des actions très difficiles à lire. Et l'effet recherché, donc c'était une mort froide, déshumanisée, une réelle vague dans tous les sens du terme qui s'abat sur les vivants.
Et dans cet épisode-là, donc on a tout le contraire, chaque mort est rendue très personnelle. On voit sur les visages des combattants comme des civils toutes leurs émotions, et ça rend l'atrocité d'autant plus impactante. On n'a pas juste une vague déferlante qui ravage des silhouettes, non, ici on a vraiment des individus qui consciemment choisissent de donner la mort, de violer, de mutiler. Et c'est pas une critique de l'épisode 3, hein, loin de là, c'est juste un but différent qui est recherché par le réalisateur. Et le second point vraiment essentiel de cette brutalité, pour moi, c'est un rappel fondamental de ce que la mort et la destruction est. Donc c'est pas quelque chose de noble ou d'héroïque à idéaliser, la mort c'est moche, c'est sale et c'est quelque chose de tragique. Et le paroxysme de cette idée, c'est de voir Arya, donc qui est censée être quand même l'incarnation de la mort, complètement dépassée et impuissante face à tout ça. Et on s'attendait tous, je pense, à ce qu'elle soit cet assassin qui passe tranquillou au milieu du carnage pour tuer Cersei ou quoi, mais non, en fait, pas du tout. Elle qui est censée justement représenter tout ça, elle se rappelle, grâce à Sandor Clegane, ce que c'est vraiment la mort, c'est pas un jeu. Au passage, cette discussion avec Sandor est intéressante à plus d'un titre, car il lui permet d'enseigner à Arya une dernière leçon. Comme je l'avais mentionné dans l'épisode précédent, Sandor a fait office de mentor pour Sansa dans sa première étape d'évolution en tant que personnage, et ça a également été le cas avec Arya, donc lors de leur pérégrination dans les Riverlands. Et donc là, Clegane lui confirme un ultime enseignement, de ne pas laisser la soif de vengeance la définir en tant que personne. Et donc elle comme lui, ils ont passé une grande partie de leur vie à chercher cette vengeance, donc qui est notamment représentée chez Arya par cette liste qu'elle se chuchotait tous les soirs avant de s'endormir. Et c'est cette quête là qui l'a amenée jusqu'ici. Mais ce que nous fait comprendre Sandor, c'est que donc contrairement à lui, il est encore temps pour elle de ne pas se laisser consumer par ce besoin. Pour Clegane, c'est impossible. Il est bien trop plongé dans cette recherche et ça a même défini son existence. Et ça se voit par la trace indélébile qu'il porte au visage. C'est pas quelque chose dont il peut se débarrasser, ça fait vraiment partie de sa personne. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il utilise cet argument, pour faire comprendre à Arya qu'il est temps de partir, avec le Look at me, une phrase qu'il utilise à plusieurs reprises dans la série, notamment donc dans la scène avec Sansa quand il quitte King's Landing, on en parlait dans l'épisode précédent, mais également même dans la vidéo de casting de Rory McCann, donc son acteur. C'est dire l'importance de cette phrase pour le personnage. Et c'est bien pour ça que lui, donc, il va poursuivre sa quête jusqu'au bout. Parce qu'on pourrait se dire, Cersei et Grégor vont mourir, et donc ce qui s'applique à Arya s'applique également à The Hound. Mais c'est pas possible. Ce combat, lui, il doit le mener à terme, quelle qu'en soit l'issue. Et au passage, cette scène est très touchante, parce qu'au-delà de ça, donc Arya dit également adieu à une figure paternelle qu'elle avait depuis le décès de son père, pardon. Et c'est une figure donc qu'on retrouve par les gestes de Sandor, donc qui la prend par la tête. Et le fait qu'Arya le quitte en l'appelant par son prénom, c'est également très révélateur, parce que je me rappelle pas de beaucoup d'instances où ça arrive dans la série, comme dans les bouquins même. Pour les Lannister, ça a toujours été The Hound, donc il est réduit à son état d'animal docile. Pour Beric, c'était Clegane, donc un nom dont il a horreur, puisque ça lui rappelle son origine noble et son frère. Et cette importance de l'aspect dont je viens de parler, qui est également donc central au personnage de Sandor, puisqu'il répète également à Arya, hein, donc en lui disant à l'époque tu pouvais même pas me regarder, c'est également totalement présent durant ce duel contre son frère, puisqu'on a enfin le droit donc au très attendu Clegane Ball, un remake du combat qu'on avait eu en saison 1. Et donc Sandor il a une phrase très évocatrice et lourde de sens quand Grégor perd son casque en lui disant oui c'est toi et c'est ce que tu as toujours été. Donc c'est une phrase qui au final peut également s'appliquer à Daenerys, mais ça on y reviendra plus tard. Et donc je suis longuement revenu là-dessus dans ma précédente analyse, mais quand je vous parlais de l'horreur que Sandor a pour les chevaliers et les apparences, parce qu'il connaît en fait les monstres qui se cachent derrière la façade, et ben là on est en plein dedans. Grégor dévoile donc pour la première fois son visage de monstre, au sens littéral du terme, mais il montre également le visage du monstre qu'il a toujours été, même quand il était un chevalier de la cour. Et donc ce combat entre les deux frères est très inégal, à l'image de tout l'épisode, hein, on va pas se le cacher, mais je pense pas que ce soit un souci, parce que justement c'est le but. On est dans Game of Thrones, là on n'est pas dans du film hollywoodien, et l'important donc se trouve plus dans la signification de l'action que dans le suspense. Et l'important, donc pour Sandor, c'est pas la victoire, mais c'est bien d'avoir mené ce combat. Et donc c'est le combat d'une vie au final, hein, qui a commencé donc dans les flammes, et qui finit nécessairement dans les flammes. Et donc ça montre donc toute cette ardeur, sans jeu de mots, de Sandor, puisque s'il y a une chose dans sa vie qui peut le faire passer outre sa peur du feu, c'est sa haine pour son frère.
Et cette haine, rien ni personne ne peut se mettre en travers. Pas Qyburn, qui a pourtant fait renaître Grégor, ni même Cersei, ce pourquoi il est programmé. Et c'est dire si cette relation est ancrée au plus profond des personnages, et je trouve que la mort brutale de Qyburn, qui passe totalement en second plan, et la fuite limite amusante de Cersei rend la scène d'autant plus intense. Et donc tout ça pour dire qu'on se retrouve avec une Arya qui est rendue limite à l'état de petite fille, et impuissante devant le cours des événements. Et ça nous permet de vraiment mettre des visages sur les victimes du massacre en cours. Et ça se voit d'autant plus avec les personnages de la mère et de sa fille qui reviennent tout au long de l'épisode et qu'on ne connaît pas, mais qui permettent de créer un lien donc entre nous, l'audience et les gens du peuple. C'est exactement le même procédé qui est utilisé par Steven Spielberg dans La liste de Schindler, avec la petite fille en rouge, si vous voyez de quoi je parle. On permet donc au public de s'identifier facilement à un personnage reconnaissable. Et donc le fait qu'Arya n'arrive pas donc à les sauver, ce à quoi on aurait pu s'attendre venant d'une héroïne, ça marque totalement donc cette impuissance devant les événements, de la même manière que le monde Jon qui n'arrive pas à arrêter le désastre et le carnage. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette petite fille là, elle tient pendant tout l'épisode une figurine de cheval blanc aux jambes rouges. Donc c'est une image qui revient sur plusieurs plans, et même c'est le seul élément reconnaissable par Arya et par nous du coup, des deux corps calcinés. Et donc l'image du cheval, on la retrouve parce qu'il permet à Arya de repartir dans une intervention qui est à la limite du divin. Alors je sais pas trop comment interpréter cette image du cheval, très honnêtement. Donc c'est peut-être pour accentuer sur l'innocence des gens massacrés, donc puisque c'est le jouet de la petite fille. Et c'est peut-être également une renaissance quasi biblique, limite d'Arya, puisqu'elle laisse derrière elle donc ce désir de vengeance. Enfin j'en sais rien, je vais pas vraiment suranalyser ça. Et donc comme on vient de voir, cette personnification de la mort m'amène à un autre point essentiel de cet épisode, c'est le questionnement sur la ligne entre le bien et le mal, qui est un thème récurrent de la saga. Et ce que fait très bien cet épisode, c'est de nous mettre dans une position assez inconfortable, où le bien et le mal se mêlent et s'inversent. Et ce qu'on a cru être le bon côté s'avère tout autant mauvais que n'importe quel belligérant, pour une bonne et une simple raison qu'il n'y a pas réellement de bon côté. Tous les protagonistes sont des humains, avec tout ce que ça implique, et ça montre par la même occasion l'impact que la guerre peut avoir sur l'homme. Et donc on se retrouve à observer une armée targaryenne massacrer, piller et violer une ville protégée par des soldats Lannister, ce qui rappelle évidemment le sac de King's Landing qui intervient en 283 après la conquête, donc à la fin de la rébellion de Robert, où l'armée de Tywin Lannister donc ravage de la même manière la ville, tenue par Aerys II. Et le parallèle est d'autant plus notable que Cersei avait vraiment été érigée jusque-là en un Mad King version 2.0 quoi. Et avant de poursuivre cette analyse, je voulais revenir rapidement sur quelques points. Donc le premier étant la mort de Varys. Alors cette mort était inévitable, elle avait été annoncée par Mélisandre dans la saison précédente. Et par ailleurs, donc une révélation de Quaithe, donc c'est cette meuf, si vous en rappelez pas, ça fait rien. Elle dit à Daenerys, dans les bouquins en tout cas, de se méfier du sénéchal parfumé. Donc ça explique la méfiance de Dany vis-à-vis de Varys, sachant qu'il est réputé pour toujours être très parfumé. Quoi qu'il en soit, donc je trouve que sa mort est assez correcte. Il sait ce qu'il a à faire pour le bien du royaume et il sait ce qui lui en coûte. Et comme Tyrion, donc il connaît les règles du jeu et les assume, et donc il est exécuté après avoir tout tenté, jusqu'à essayer d'empoisonner Dany en début d'épisode. Et la seule petite remarque que j'ai par rapport à ça, c'est que Varys, donc tout comme Littlefinger, c'est un des deux maîtres du game qui a toujours 2 à 3 coups d'avance sur tout le monde. Et à l'image de Baelish, je pense que sa fin aurait pu être un peu mieux amenée, même si je vois pas trop comment. Mais après, il faut dire que Varys était vraiment au pied du mur, et je pense que c'est surtout en fait dans les épisodes précédents qu'il aurait fallu travailler sa chute. Pour Littlefinger, par contre, il y a vraiment zéro excuse à la mort de merde qu'ils lui ont trouvé. Mais celle de Varys, je trouve qu'elle fonctionne. Ses adieux avec Tyrion, ils sont très émouvants. Le jeu de lumière avec le dragon qui sort de la pénombre est sublime et laisse vraiment entendre la façon d'utiliser la peur par Daenerys. En parlant d'adieu émouvant avec Tyrion, on a également donc la dernière scène entre les deux frères qui est vraiment touchante là aussi. Donc cette scène est bien sûr à mettre en parallèle avec la libération de Tyrion par Jaime après son procès. Une libération qui est en fait en miroir, déjà parce que les rôles sont interchangés, mais également parce que les objectifs sont assez similaires, donc à savoir prendre un bateau et s'enfuir à Pentos. Et donc cet amour fraternel contraste avec les autres relations fraternelles qu'on a pu voir dans la série, à commencer par les frères Clegane, donc comme on vient juste de le voir, mais également par exemple entre Renly et Stannis.
Et comme c'est répété donc à juste titre, Jaime est la seule personne qui a reconnu Tyrion comme un être humain. Là où pour son père Tywin, donc il était la honte de la famille, surtout par son physique, pour sa sœur Cersei, donc il était l'abomination qui a tué leur mère, Joanna Lannister étant morte en couche, hein. Et pour le reste du monde, c'était juste donc un monstre difforme. Mais aux yeux de Jaime, il a toujours été son petit frère. Il l'a toujours défendu, donc déjà à commencer par Cersei, qui le maltraitait durant son enfance. Donc c'est Jaime qui lui offrait des jouets, qui lui a appris à monter à cheval, et il a même été jusqu'à capturer Eddard Stark pour le venger. Et donc Tyrion qui le libère, donc comme pour payer sa dette envers lui, ça rappelle bien le dicton de la famille Lannister. Et c'est un destin assez tragique pour Tyrion, donc qui aura quelque part tué sa mère, son père, une fille qu'il a aimée, son ami Varys, et qui perd donc aussi la seule personne dont il a vraiment jamais été proche. Et donc il y a une petite phrase aussi intéressante qui est mentionnée par Tyrion. Il dit donc que peut-être que si grâce à lui la ville se rend, Daenerys fera preuve de clémence, donc ce qui est totalement absurde, sachant que Dany venait de dire donc quelques scènes avant que sa clémence était toujours perçue comme de la faiblesse. Et donc pour rester sur Jaime, son histoire prend fin aux côtés de Cersei, comme ça devait arriver. C'est répété de nombreuses fois dans les bouquins, que ce soit de la part de l'un comme de l'autre, mais ils ont toujours dit clairement qu'ils étaient venus au monde ensemble et qu'ils quitteraient le monde ensemble. Et donc cette fin colle totalement donc avec les deux personnages dont l'histoire d'amour est une tragédie au sens premier du terme, hein, donc celle qu'on retrouve dans la dramaturgie classique. Et bien sûr, au vu de l'évolution de Jaime, on aurait pu s'attendre à ce qu'il finisse par s'en détacher et à la tuer après qu'elle soit devenue tout ce que Jaime a toujours combattu. C'est ce à quoi je m'attendais personnellement. Mais ce qu'on a pu voir marche totalement aussi, et ça montre que quelle que soit la manière dont se sont déroulés les événements, Jaime n'a jamais su se défaire de ce lien qu'il a toujours eu avec sa sœur. Ça a toujours été donc eux deux contre le monde, et malgré leurs divergences, dans les grands moments, ils n'ont que l'autre vers qui se tourner. Et cette relation, donc c'est la personnification de la doctrine Lannister, hein, à savoir donc faire passer sa famille avant toute chose, mais poussée à l'extrême, dans le bien comme dans le mal. Et selon moi, c'est une des plus grandes réussites de George R. R. Martin, c'est de nous avoir fait ressentir donc la subtilité de cette relation, qui au premier abord est plus que choquante, hein, et c'est volontaire, c'est pas pour rien qu'on découvre leur relation de la manière dont on l'a découverte. Et c'est pour ça que cet épisode, selon moi, nous ramène vraiment à l'essence de la saga. Chaque personnage est très complexe, avec leurs propres motivations et leurs propres décisions, et c'est dur pour nous de porter un jugement à leur égard. Et voir Cersei comme elle est dans cet épisode, alors qu'elle avait été érigée comme une grande méchante à la limite de l'unidimensionnel, et de la voir donc totalement dépassée et apeurée, et sa fin donc dans les bras de Jaime qui est là pour la rassurer, et qui lui répète que rien d'autre n'importe que d'eux, à l'image de toutes leurs relations jusque-là, c'est juste très prenant. Et alors oui, donc ça peut surprendre, notamment quand on connaît l'importance de la prophétie du Valonqar, qu'on verra dans une vidéo que j'ai presque terminé de rédiger, et qui du coup se fait pas spoil, donc tant mieux. Mais voilà, c'est ça qui fait aussi la force de A Song of Ice and Fire, c'est qu'on s'attendait tous à voir la grande méchante qui soit tuée, donc soit par son frère, ou soit sur un super assassin bullshit d'Arya, mais non, on est tous humains, et au final elle meurt écrasée comme des milliers d'autres personnes. Et j'ai également noté donc l'utilisation plutôt appropriée de la musique dans cet épisode. On peut entendre le thème, donc Light of the Seven, qui apparaît pour la première fois dans l'épisode 10 de la saison 6, et qui marque l'avènement de Cersei réellement, et qui là est utilisé pour sa chute, et avec les mêmes plans en fait d'elle en train d'observer la ville une nouvelle fois à feu, mais pas pour les mêmes raisons. Et également, donc quand on a la mort de Jaime et Cersei, on a une version totalement tragique de Reigns of Castamere, qui est le symbole de la maison Lannister, et qui est utilisé donc sous différentes variations tout au long de la série pour marquer les différents événements importants de cette maison, et qui est donc là utilisé pour leur mort. Et d'ailleurs, au passage, les circonstances de leur mort, donc qui est liée à l'utilisation de cette musique, évoquent pour moi l'histoire de cette chanson, où les rivaux des Lannister donc meurent d'une manière à peu près similaire, mais eux donc ils étaient enfermés dans des mines. Et d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai un lourd script sur l'analyse de cette chanson qui traîne genre depuis un an sur mon PC, mais donc pour pouvoir faire cette analyse, je dois d'abord faire une vidéo sur la rébellion Reign-Tarbeck, et pour ça, je dois également faire une vidéo sur les Westerlands, enfin bref, j'ai énormément de pain sur la planche.
Et donc pour finir, on va nécessairement revenir sur Daenerys. Et pour tout vous dire, c'est assez compliqué d'expliquer mon ressenti sur l'évolution du personnage. En vérité, j'ai pas de problème majeur avec l'évolution de Daenerys dans cet épisode. En soi, son développement est intéressant, et le scénario global de cet épisode est vraiment bien, mais l'énorme problème que j'ai, c'est l'écriture menant à cet épisode. Donc comme vous devez le savoir maintenant, je suis loin d'être fan de l'écriture des deux scénaristes depuis quelques saisons déjà. Je les trouve rushés et décousus et sans vraiment de continuité. Donc David Benioff et D.B. Weiss, c'est des excellents adaptateurs de contenu, mais depuis qu'ils ont plus la base littéraire de George R. R. Martin, donc c'est-à-dire aux alentours de la saison 5 par là, l'écriture montre vraiment ses limites. Et là où justement, donc ces dernières saisons sentaient la faiblesse scénaristique de D&D, cet épisode pour moi il a clairement la patte de George R. R. Martin sur tous ses aspects. Et comme je disais en début de vidéo, donc selon moi cet épisode il reflète davantage le manque de consistance du contenu et les lacunes qu'on nous propose depuis on va dire à peu près 2 saisons. Et là où pour moi donc l'arc des White Walkers est super bien amené au fil des saisons et que sa conclusion est franchement décevante, on va pas mentir, avec la longue nuit qui est censée durer au grand minimum des décennies et qui se fait expédier en 2-2, enfin bref, c'est pas le propos d'aujourd'hui. Et donc là où cet arc monte clairement en puissance pour une conclusion que je trouve personnellement assez bof, bah, je trouve que pour le coup l'arc de Dany c'est totalement l'inverse. Il est assez bancal depuis son arrivée à Dragonstone pour une conclusion qui par contre est exactement ce que j'aurais attendu d'un bouquin par exemple. Et je pense que les lecteurs vont être d'accord avec moi, mais ça nous donne juste grave envie de voir comment George R. R. Martin va faire évoluer Daenerys, parce que c'est sûr qu'avec lui, donc ça prendra bien plus de temps et on verra mieux son cheminement intérieur. Et je pense que la majorité d'entre vous sera d'accord avec moi pour dire que c'est pas la conclusion qui nous dérange en tant que telle, mais c'est tout ce qui nous amène à cette conclusion qui paraît, ouais, voilà, vraiment pas très consistant. Et c'est là que je trouve que c'est un énorme gâchis de ne pas avoir fait durer les 2 dernières saisons au moins 10 épisodes, ou d'en rajouter une de plus. Enfin bref, cela dit, on va pouvoir parler quand même un peu de l'épisode. Et premièrement, j'ai vraiment apprécié quelque chose, c'est de voir enfin la puissance destructrice des dragons. C'est de là que les Targaryens ont toujours tiré leur pouvoir, et on comprend enfin vraiment pourquoi. D'ailleurs, c'est totalement l'objectif de Daenerys. Et donc pour rappel, Aegon et ses 2 sœurs ont conquis la quasi-totalité de Westeros en seulement 2 ans, avec 3 dragons contre des royaumes qui étaient établis là depuis des millénaires. Et les dragons, c'est ça, c'est pas un truc pété qui peut se faire canner par 3 flèches tirées depuis un bateau. Non, quand Harren the Black a tenu tête à Aegon, il est arrivé à Harrenhal et il a littéralement réduit le plus gros château du continent en cendres. Et donc le fait qu'au final, qu'il n'y ait pas de bataille, en plus donc de ne pas faire de redite de la bataille de la Blackwater, ça montre bien ça, et je trouve que c'est un des points forts de l'épisode. Là où tout le monde s'attendait à une grande bataille, bah non, on est dans A Song of Ice and Fire, et un dragon, bah ça t'éclate, et l'essentiel c'est pas la bataille au final. Et donc après, pour revenir sur la décision de Daenerys en elle-même, comme je le disais, donc même si je trouve que la série l'a mal mis en place, on comprend quand même son point de vue. Donc elle considère le trône comme son droit légitime et Westeros comme sa propriété, et elle est prête à tout pour y arriver. Elle l'a dit, elle l'a répété, et donc ça c'est pas un scoop. Et donc là, elle est en train de tout perdre petit à petit. Donc dans la saison précédente, elle perd déjà sa flotte, puis ses alliés un par un, elle perd l'amour du peuple qu'elle avait donc quand elle était à Meereen, et après cela, donc elle perd sa revendication, et finalement les personnes qui lui sont les plus proches, donc à savoir Jorah, Missandei, son 2e enfant, et au final l'amour de Jon. Et donc Dany est acculée et elle le sait, et elle a compris qu'elle n'obtiendra jamais le soutien du peuple. Elle a toujours essayé d'être juste et compatissante, mais à chaque fois ça s'est retourné contre elle. C'était déjà le cas donc quand elle a décidé d'épargner les Lazarines, et donc en remerciement ils ont tué son mari Khal Drogo et l'ont rendu stérile. À Meereen, elle a voulu libérer les esclaves, et ça a déclenché une guerre civile, et maintenant donc elle se montre clémente, les gens complotent dans son dos. Et elle a compris qu'elle sera jamais acceptée si elle n'est pas ferme et intransigeante, et que le seul moyen donc d'asseoir son pouvoir, c'est par la peur, et la peur, ça passe uniquement par la mort et la destruction assurée par son dragon. Et ce thème de la peur, il n'est pas nouveau. C'était déjà le cas donc quand elle mettait en scène l'exécution de Randyll Tarly par exemple, mais c'était déjà le cas bien avant ça en fait contre les esclavagistes. Et quand on y pense, Daenerys a toujours plus ou moins été comme ça, hein. C'est juste qu'avant on n'y prêtait pas vraiment attention parce qu'on lui a toujours trouvé des justifications.
On disait que c'était compréhensible comment elle réagissait parce que ses ennemis, voilà, ils étaient mauvais, c'était des esclavagistes ou qu'ils l'avaient trahi. Mais ça n'empêche que quand elle disait qu'elle réduirait les villes d'Astapor et de Yunkai en poussière, bah, c'était déjà quand même assez évocateur, et parce que ces villes étaient pleines d'innocents également. Et ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que nous on voit ça différemment, parce qu'aujourd'hui donc c'est King's Landing, mais de son point de vue à elle, tous ces gens-là ils sont pas innocents. Ils sont coupables de ne pas s'être retournés contre Cersei, donc à l'image de ce que les esclaves avaient pu faire à Myrine. Et cette utilisation de la peur se voit donc même dans le tout premier épisode de cette série, quand on voit son arrivée donc de Daenerys à Winterfell, elle sent donc par le regard des gens qu'elle est absolument pas la bienvenue. Et dès que ces dragons passent au-dessus de tout le monde, il y a un changement radical de la réaction de la population, et elle a un sourire de satisfaction qui est très révélateur. Et donc ce qui se passe dans cet épisode, c'est qu'elle se rend compte au moment où les cloches sonnent que son règne ne sera jamais assuré tant qu'elle ne montre pas de manière irrévocable pourquoi les gens devraient la craindre. Et c'est là qu'elle prend en fait la forme des conquérants Targaryen et de l'ordre de Vise Fire and Blood. D'ailleurs, ce sont des cloches, qui donnent également son nom à l'épisode, n'est pas non plus anodin, puisque donc la légende d'Osraki qui annonce le Khal ou la Khaleesi qui conquérera le monde, dit que des cloches annonceront sa venue, et que les hommes blancs dans leurs tentes de pierre craindront son nom, et que ce prince chevauchera et il sera l'étalon qui monte le monde. Et donc on comprend ici la référence des cloches, donc qui normalement sont celles que les Dothraki portent dans leurs cheveux, et donc là qui sont les cloches de King's Landing. Les hommes blancs et les tentes de pierre donc sont les Westerosi qui sont sédentarisés, et le prince qui chevauche, donc au lieu d'être un Khal à cheval, il s'agit donc du prince promis de la légende Targaryen qui chevauche là un dragon. Et donc pour moi c'est vraiment le point final de son évolution. Donc elle a commencé en étant rongée par la culpabilité des personnes ayant perdu la vie par sa faute. A commencé par Hazea, donc qui est une petite fille de Myrine, qui meurt tuée par ses dragons, et donc en conséquence elle enchaîne ses dragons. Et donc en réaction à ça, son pouvoir s'en retrouve diminué, et donc elle comprend que pour pouvoir regagner ce qui lui appartient, elle doit embrasser totalement sa personnalité de dragon, et ça passe par ne plus laisser donc les dommages collatéraux l'affecter. Et donc ça c'est tout le symbole de sa décision d'enlever les chaînes aux dragons, et donc de les enlever quelque part à elle-même. Et elle se rend compte, après donc justement avoir libéré les dragons, qu'elle a même oublié le nom de la petite fille, et ça c'est très évocateur. Et j'en parlais dans mon analyse de l'épisode précédent, mais Daenerys ne peut pas asseoir sa domination, notamment parce qu'elle est perçue comme une envahisseuse, je sais pas si ça existe ce mot, étrangère, et qu'elle n'a jamais su trouver sa place. Et c'est en fait, selon moi, un point central de la destinée tragique de Daenerys. Donc Daenerys, elle a toujours grandi, et elle a été élevée par son frère dans l'optique de revenir chez eux à Westeros, donc sur leur terre et au milieu de leur sujet. Et donc chez Viserys, c'était compréhensible, puisque donc lui, il a grandi là-bas, et il se sent trahi et injustement chassé de son droit et de sa maison. Mais pour Daenerys, en fait, c'est pas vraiment le cas, parce qu'elle a jamais eu de souvenir de Westeros, et c'est maintenant que je dois vous introduire la symbolique de la maison à la porte rouge, donc qui est une symbolique qui suit Daenerys, et qui pour moi est la représentation ultime de la tragédie que représente son histoire. Donc la maison à la porte rouge, c'est une maison où Dany a passé son enfance à Braavos, donc avec son frère, avec Sir Willem Derry, donc le chevalier loyaliste qui les a emmenés donc à Essos. Et donc après la mort de ce dernier, les servants de la maison donc, ont volé tous les biens aux deux Targaryens, et ils se sont retrouvés à la rue, à changer donc constamment d'endroit, et à plus vraiment avoir d'endroits associés comme vraiment leur maison. Et donc cette maison, pour Daenerys, ça représente, comme je disais, le seul endroit où elle s'est jamais vraiment sentie chez elle, donc et dans l'insouciance de sa jeunesse. Et elle pense à plusieurs reprises à ce temps et à cette maison à la porte rouge. Et quand elle grandit avec Viserys, et donc avec l'objectif ultime de leur vie, tous les deux, donc de reprendre ce qu'on leur a pris, elle associe toujours l'idée de cette maison avec ça. Et donc quand elle imagine King's Landing, elle imagine donc la ville avec des flammes qui sortent des fenêtres, mais surtout en fait elle imagine que toutes les portes de King's Landing sont rouges. Et donc c'est ce qui est vraiment tragique en fait avec cette histoire, c'est que Daenerys c'est simplement quelqu'un qui veut retrouver sa place, qui veut retrouver son chez-soi, sauf que son chez-soi c'est cette maison à la porte rouge qui au final ne correspond pas au destin qu'elle s'est fixé.
Et ça, c'est tout le paradoxe donc de la personne qu'elle veut être au plus profond d'elle-même, donc c'est-à-dire en paix dans cette maison, et la personne qu'elle est censée devenir et qu'elle devient finalement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivie et j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de l'épisode. Et si vous voulez en savoir plus sur le personnage de Sandor Clegane et notamment sa relation par rapport aux apparences, je vous recommande vivement de regarder l'analyse de l'épisode précédent. D'ici là, je vous dis à la prochaine et Valor Morgulis, bye.